Ce podcast est réalisé dans le cadre de notre formation universitaire. Il s'appuie sur des travaux scientifiques et des textes législatifs. Nous avons veillé à garantir la rigueur et la fiabilité, et l'accès à tous des informations présentées. Bienvenue dans le monde de l'infiniment petit, l'émission qui vous explique comment les laboratoires façonnent l'industrie de demain. Aujourd'hui, une question qui taraude. Et si des virus protégeaient nos aliments ? Des virus, mais pas n'importe lesquels. Il faut plutôt parler de bactériophages. Ces fameux virus qui s'attaquent non pas à nous, mais aux bactéries. Ce sont donc de potentiels alliés invisibles contre la contamination, les pertes agricoles et même les infections résistantes. Pour comprendre comment ces minuscules entités passent du bioréacteur au consommateur, on suit leur parcours avec 3 invités présents aujourd'hui. Monsieur Perche, chercheur en microbiologie, Monsieur Poirette, spécialiste en agroalimentaire, et Madame Ranier, une consommatrice curieuse. Monsieur Perche, on commence avec vous, qui êtes au sein du laboratoire. Qu'est-ce qu'un bactériophage exactement ? Alors, on parle de bactériophage ou de phage pour définir un virus qui cible uniquement les bactéries. On estime qu'ils sont environ 10 puissance 31 sur Terre, soit plus que toutes les étoiles de l'univers. En effet, ça fait beaucoup de phages. Pouvez-vous nous dire comment cela fonctionne ? Alors, chaque phage peut reconnaître spécifiquement une bactérie, comme une clé dans une serrure. Certains peuvent détruire la bactérie, on parle alors de phages lytiques, et d'autres peuvent y insérer l'équivalent de leur carte d'identité génétique, aussi appelée génome, dans la bactérie, on parle alors de phages tempérés. En recherche appliquée, nous travaillons essentiellement avec les phages lytiques, qui détruisent les bactéries pathogènes. Nous verrons plus tard l'intérêt d'utiliser ce type de phage, mais avant tout, dites-nous d'où proviennent ces phages ? Eh bien, ces micro-organismes n'ont pas d'habitat de prédilection. On en retrouve partout où il y a des bactéries, que ce soit dans les eaux usées, les sols agricoles ou même dans les élevages. On les isole, on les caractérise, et on analyse leur génome pour vérifier qu'ils ne portent pas de gènes ou de fonctions dangereuses pour l'homme, comme des résistances ou des toxines. Il y a donc un vrai travail de sélection. Exactement, on ne lâche pas un phage dans la nature sans l'avoir parfaitement étudié. Merci pour cette explication. Direction la ferme, puis l'usine, avec Monsieur Poirette, spécialiste en agroalimentaire. Pouvez-vous nous dire comment se déroule la production de phages ? Une fois caractérisés, les phages sont produits dans des bioréacteurs. Qu'est-ce qu'un bioréacteur ? Eh bien, un bioréacteur, c'est tout simplement une cuve qui permet de cultiver de façon optimale un organisme. On cultive les bactéries hautes sensibles aux phages, puis une petite quantité du phage d'intérêt va être introduite dans la culture. Ensuite, les phages infectent les bactéries et se multiplient massivement, faisant éclater les cellules bactériennes. Les nouveaux phages sont isolés des débris bactériens et on obtient ainsi un produit concentré, sûr et prêt à l'emploi. Pouvez-vous nous dire que deviennent ces phages une fois produits ? Aujourd'hui, on les utilise essentiellement comme outils de biocontrôle dans l'industrie agroalimentaire. Excusez-moi, mais qu'entendez-vous par biocontrôle ? Eh bien, disons que c'est une méthode de protection basée sur l'utilisation de mécanismes naturels. Par exemple, dans les élevages avicoles, un produit appelé Bafasal, récemment autorisé en Europe, peut être ajouté lors de l'abreuvage des volailles pour éliminer les bactéries pathogènes comme Salmonella. Dans ce cas, on parle même d'additifs zootechniques, car le produit est ajouté dans la nourriture ou l'eau de l'animal. Et pour ce qui est des laboratoires, des tests impliquant des phages sont également réalisés en aquaculture pour lutter contre des bactéries pathogènes comme Flavobacterium columnare, responsables de pertes importantes chez les poissons. Vous avez parlé d'applications directes chez les animaux, mais qu'en est-il de leur application industrielle ? Alors là aussi, les applications se multiplient. Depuis 2007, aux États-Unis, un phage nommé Listex P100 est utilisé pour réduire la présence de Listeria monocytogène dans les aliments prêts à être consommés. Pour ce qui est du Royaume-Uni, environ 40% des pommes de terre vendues en grande surface sont déjà traitées avec des phages contre la pourriture bactérienne. C'est impressionnant. À vous entendre, il s'agit d'une technologie d'avenir. Sauf erreur de ma part, en Europe, nous n'avons pas vraiment entendu parler. Quelle est la raison de ce manque d'informations ? Les règles sont-elles strictes ? Alors là, oui, en effet, il convient au préalable de montrer l'innocuité du produit avant de le soumettre aux autorités sanitaires. En France et dans l'Union européenne, pour un usage agroalimentaire, il faut l'accord de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ou de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour commercialiser des produits à base de micro-organismes. Jusqu'à présent, les produits étaient étudiés au cas par cas. En revanche, aux États-Unis ou au Canada, certains phages sont déjà utilisés comme additifs alimentaires antimicrobiens en industrie agroalimentaire, avec le statut GRAS, qui veut dire en français généralement reconnu comme sûr. Donc c'est encore un sujet de débat. Oui, exactement. En France, des autorisations commencent aussi à émerger. On peut le voir avec la start-up Phagos qui a récemment vu l'utilisation de son additif zootechnique à base de phages être acceptée en Europe et notamment en France.
les perspectives sont énormes. Moins de produits chimiques, moins d'antibiotiques et des aliments qui restent plus sûrs pour le consommateur. Justement, parlons de l'assiette. Madame Ranier, vous qui êtes consommatrice et qui avez découvert que certains aliments pouvaient être traités par des phages, quelle a été votre première réaction ? C'est surprenant, on se demande pourquoi introduire des virus dans nos assiettes. Mais quand on écoute les spécialistes, on comprend qu'ils ne touchent que les bactéries, et ça change tout. Je trouve ça plutôt rassurant, surtout si ça évite des intoxications et limite les pertes en agroalimentaire. Dans l'hypothèse où des produits à base de phages seraient commercialisés en France, comme par exemple les pommes de terre au Royaume-Uni, seriez-vous prête à consommer ces aliments ? Eh bien pourquoi pas, à condition que ce soit bien encadré. Et comme a l'air de le suggérer M. Porrette, les réglementations en France semblent avancées. Je pense que c'est un sujet que peu de monde connaît, surtout le grand public. Il faudrait plus d'informations, plus de transparence dans les étiquettes ou dans la communication. Excusez-moi, M. Porrette, les phages ont-ils été découverts récemment ? Vous parliez de remplacer les antibiotiques, mais je ne comprends pas. Y a-t-il un problème avec leur utilisation ? Pour répondre à votre première question, les bactériophages ont été découverts en 1915 et utilisés dès 1919 à Paris contre la dysenterie. Puis, les antibiotiques sont arrivés et les ont éclipsés. Certains pays de l'Europe de l'Est, comme la Pologne, ont continué de les utiliser du fait de traditions historiques et d'une politique plus souple. Pour reprendre la campagne publicitaire d'il y a quelques années, les antibiotiques, ce n'est pas systématique. Cette campagne a été créée dans le but de réduire leur utilisation à cause de l'émergence de résistance à ces antibiotiques. Les bactériophages interviennent dans ce contexte comme une solution potentielle à ce problème. Merci beaucoup pour votre explication. Cela me semble beaucoup plus clair maintenant. On comprend mieux qu'il s'agit d'un vrai enjeu d'acceptation sociale. Absolument. On parle souvent de l'aspect naturel dans l'alimentation, et là, étonnamment, c'est la nature elle-même qui nous aide à protéger nos aliments. Certes, tout cela semble prometteur, mais Monsieur Perche, y a-t-il des risques à utiliser ces bactériophages ? Pourquoi ont-ils été abandonnés au profit des antibiotiques, comme vient de l'expliquer Monsieur Porrette ? Et oui, il faut rester prudent. Ils ont par le passé été abandonnés pour des problèmes de standardisation et de compréhension scientifique, mais aussi par manque d'intérêt économique en comparaison à la facilité d'étude des antibiotiques, ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. On sait maintenant que les phages tempérés peuvent transférer des gènes entre les bactéries, ce qu'on appelle le transfert horizontal de gènes. Le risque est de transmettre des résistances aux bactéries et donc de réduire le nombre de solutions pour les combattre. C'est pourquoi aujourd'hui nous n'utilisons que des phages lytiques. De plus, les bactéries peuvent muter ou apprendre à reconnaître les mécanismes d'infection par le phage, ce qui rend la solution phagique inefficace. Pour limiter cela, nous créons des cocktails de phages en mettant plusieurs phages complémentaires dans la même solution. C'est en quelque sorte le cocktail Molotov de la lutte contre l'oppression bactérienne, si je peux me permettre. Et qu'en est-il sur le plan pratique ? Eh bien, comme énoncé précédemment par M. Perche, l'un des défis majeurs, c'est la standardisation. On doit s'assurer que chaque phage reste stable, actif et sûr, et ce, tout au long de la chaîne de production. Les chercheurs travaillent sur des formulations lyophilisées ou encapsulées pour améliorer leur conservation. À terme, les phages pourraient même remplacer une partie des désinfectants chimiques de surface dans les usines. Voilà un bel exemple de science au service de l'environnement. Oui, exactement. C'est une technologie naturelle, durable et très ciblée. Des virus qui sauvent des vies, qui protègent les aliments et qui réduisent l'usage des produits chimiques. Les bactériophages sont un parfait exemple de ces innovations venues du vivant. Entre prudence réglementaire et enthousiasme scientifique, leur avenir s'annonce prometteur. Les phages nous rappellent une chose essentielle, c'est que dans la nature, même les plus petites choses ont un rôle à jouer. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode du Monde de l'infiniment petit. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter les sources et les références disponibles en description.